Bonsoir. 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 Je suis très heureuse de vous accueillir pour le jeudi en résidence d'Alex Niemi, qui est traductrice et écrivaine. Donc cette soirée était initialement prévue comme rencontre entre Alex et l'autrice qu'elle traduit, qui est Laura Vasquez, qui devait être avec nous ce soir et qui n'a malheureusement pas pu être là, mais qui est en pensée avec nous. Et donc je vais lire le texte que Laura devait lire pour elle, sachant que Laura a commencé à écrire La Semaine perpétuelle, le roman que Alex traduit ici, et qu'elle est particulièrement liée à cette fondation, qu'elle avait particulièrement envie d'être là ce soir. Et voilà, et donc c'est important pour nous qu'elle soit en pensée avec nous, parce que c'est elle qui avait initié aussi cette rencontre entre nous deux. Et donc Alex Niemi est en résidence à la Fondation Michalski pendant un mois, depuis cette semaine. Elle est écrivaine, poétesse, traductrice du français, du russe et de l'espagnol. Son travail a reçu en 2023 le soutien du National Endowment for the Arts. Il a été nominé pour le Best of the Net Anthology. Sa traduction de For the Shrew de la poétesse russe Anna Glazova a également été primée. Elle a publié des textes et des traductions dans différentes revues et elle est également autrice de poésie, autrice d'un recueil qui s'intitule Elephant, qui est paru chez Dancing Girl Press en 2020. Et puis on va commencer à lire. Oui. Ouais, on enchaîne directement. D'accord. Ok. Oui, on peut commencer directement. Donc on va vous lire le début de La Semaine perpétuelle de Laura Vasquez, qui est paru en 2021. Exact. Oui. Aux éditions du Sous-sol en français, et qui paraîtra donc chez Dorothy. A Publishing Project. Bientôt. Bien, en septembre. Oui. A head doesn't just fall off. It can't fall off. It's connected to a thin string that goes all the way down to a person's feet, and if the head falls, so does everything else. You should avoid breaking your head, but you can break your limbs. When you break a limb, you remember the limb is there. When a tooth gets infected, it vibrates inside, almost as if it's speaking. When you pinch your hand, it suddenly appears. If a person puts an eye out, it becomes the main thing about them. In truth, the body is soft. People are soft. Their hands are soft, more tender than wood, softer than plastic or shells. They are softer than fruit, more tender than the majority of things on earth. You can pierce through them with a needle, with a nail. It would be easy. You wouldn't even have to push that hard. There's nothing easier than piercing through someone's hand with a pike or a piece of wood. If you lose your hands, they might as well rot. There will still be arms left behind. Not your head. A head doesn't just fall off. Une tête ne tombe pas, elle ne peut pas tomber. Elle est reliée par un fil qui descend jusqu'en bas de la personne, et si la tête tombe, le reste tombe. Il ne faut pas casser notre tête, mais on peut casser nos membres. Quand on se casse un membre, on se souvient du membre. Quand une dent s'infecte, elle vibre à l'intérieur, on dirait qu'elle nous parle. Quand on pince une main, elle apparaît. On crève un œil et cet œil devient le centre de la personne. En vérité, le corps est mou, les personnes sont molles, leurs mains sont molles, elles sont plus tendres que le bois, plus molles que le plastique ou que les carapaces, elles sont plus molles que les fruits, elles sont plus tendres que la plupart des choses dans le monde. On pourrait les percer, ce serait simple, avec une aiguille, avec un clou, ce ne serait pas la peine de forcer. Traverser les mains, avec une pique, un bout de bois, rien de plus simple. Perdre les mains et qu'elles pourrissent, des mains qui tombent, il resterait les bras, mais pas la tête. La tête ne tombe pas.
Some robots wear heads like ornaments. You can change their heads, unscrew them. You can change their appearance, but their minds stay the same. Salim was imagining robots, several cities full of robots run by robots, a family of robots in a normal house, the sound of their feet on the stairs, their talking, eating, a regular family. Then he stopped imagining. He was looking at himself in his phone screen. His face was changing. The reflection was speaking. The reflection was proud and sad. Salim said, "What do you want?" The reflection stayed silent. Certains robots portent une tête comme un ornement. On change leur tête, on la dévisse, on change leur apparence, ils gardent le même esprit. Salim imaginait des robots, plusieurs villes de robots dirigées par des robots, une famille de robots dans une maison normale, le bruit de leurs pas dans les escaliers, ils discutent, ils mangent. C'est une famille ordinaire. Il arrêta d'imaginer. Il se regardait dans l'écran de son téléphone, son visage changeait. Le miroir est en train de parler, le miroir est orgueilleux et triste. Salim dit « Tu veux quoi ?» Le miroir est en train de se taire. The father had little black wrinkles on his lips. He said, "What do I want? I want the house to be clean. But you all leave so many marks behind, I can't even count them. If I count one fingerprint, I look more closely and it's really 10. And if I count 10, I look even more closely and it's really 100. And if I count 100, I spend the whole day counting. It's like you and your sister have 1,200 fingers. Do you really have 1,200 fingers between the two of you? You and your sister? How many fingers do you have? 1 million? Do you and your sister have 8 billion fingers? That's the real question. That's the real question, Salim. Le père avait de petites rides noires sur les lèvres. Il dit « Je veux quoi ? Je veux que la maison soit propre. Mais vous laissez des traces, je ne peux même plus compter. Si je compte une trace de doigt, je me rapproche et j'en compte 10. Et si j'en compte 10, je me rapproche et j'en compte 100. Et si j'en compte 100, toute la journée, je compte. On dirait que vous avez 1200 doigts, ta sœur et toi. Vous avez 1200 doigts tous les deux, ta sœur et toi. Vous avez combien de doigts ? 1 million ? Est-ce que vous avez 8 milliards de doigts, ta sœur et toi ? C'est la question. C'est la question, Salim. This father's lips produced short, abrupt sounds against his gums. He wrung out a sponge and dunked it in water, wrung it out and dunked it again. He pointed a fork at the ceiling and said, "You need to understand that you can't just do whatever you want. One day, the police are going to ring the doorbell and they're going to take you away. They'll put both your hands behind your back, and then what? What will you do then, Salim? Standing there with both your hands behind your back. Think about it. You have to think." Les lèvres de ce père produisaient de petits sons secs sur ses gencives. Il essorait l'éponge et il la plongeait dans l'eau. Il l'essorait et il la replongeait. Il dirigea une fourchette vers le plafond et il dit « Tu dois comprendre qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Un jour, la police va sonner et elle va t'emmener. Ils te mettront les 2 mains dans le dos et tu feras quoi ? Tu pourras faire quoi dans cette position, Salim, avec les 2 mains dans le dos ? Réfléchis bien. Il faut que tu réfléchisses. The father's hair was like dead grass on his skull. Just one match and the whole thing would go up in flames. There would be nothing but ash. Salim imagined his father on fire, then he imagined his father in ashes, then he imagined his father alive with shining hair. He took a photo of his father. He added a filter to his father, and the father had long, soft, blonde hair. He said, "Are you listening to me?" Salim formed the word "yes" and the word "dad." He repeated the word "dad." He felt as if his voice were something outside of himself, as if his voice came from the walls or the surfaces around him, as if his own voice didn't come out of his throat but the air surrounding things, as if his voice didn't exist. He said, "Dad," but he didn't hear his own voice. He heard the outlines. He heard the edges. When a voice finishes a word, it disappears.
The voice was coming out. It was alive. It said, "Dad, Dad, Dad, Dad," and the word was a movement in his mouth. He said, "Dad," and the voice was a thing in the world. Maybe the word was a thing in the world with the voice. Maybe certain animals could see the air. Little animals, flies, insects. He said, "Dad, Dad, Dad. What do you want for God's sake?" "Nothing, I'm thinking." Les cheveux du père étaient comme les herbes mortes sur son crâne. Il aurait suffi de jeter une allumette, tout aurait flambé, il serait resté des cendres. Salim imagina le père en feu, puis il imagina le père en cendres, puis il imagina le père en vie avec des cheveux brillants. Il photographia le père. Il ajouta un filtre au père et le père avait des cheveux longs, souples, blonds. Il dit « Tu m'écoutes » Salim prononça le mot « oui » et le mot « papa ». Il répéta le mot « papa ». Il sentait sa voix comme une chose extérieure, comme si la voix venait des murs ou des surfaces autour de lui, comme si sa propre voix ne sortait pas de sa gorge, mais de l'air sur les choses, comme si sa voix n'existait pas. Il dit « pas, 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 pas », mais il n'entendait pas sa propre voix. Il entendait le contour, il entendait les bords. Quand la voix termine une parole, elle disparaît. La voix sortait, elle vivait. Il prononça « papa, 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 papa » et le mot était un geste au niveau de la bouche. Il dit « papa, 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 papa » et la voix était une chose dans le monde. Peut-être que le mot était une chose dans le monde avec la voix. Peut-être que certains animaux pouvaient voir les paroles dans les airs, les petits animaux, les mouches, les insectes. Il dit « papa, papa, papa ». Mais quoi à la fin? Rien. Je réfléchis. The father mumbled and dunked his hands in the sink. He said, "Listen, if you don't scrub the table, it gets disgusting. Are you listening to me? I'm going to ask you a question, Salim. Who wants a disgusting table? No one. I'm going to ask you another question. Who wants to drink disgusting water? No one. Every time you leave a sponge in water, it sucks the water up. That's its job. Then you put the sponge in your hand and the hand washes. You have to wipe your hand over bags of rice, bags of sugar, and even vegetables, cabbage stalks, tomatoes. When sugar gets dirty, it's disgusting. Does anyone on earth want disgusting sugar? No. Nobody, Salim. Nobody wants that. Le père marmonna et il trempa ses mains dans l'évier. Il dit « Écoute-moi, si on ne frotte pas la table, elle devient dégoûtante. Tu m'écoutes? Je vais te poser une question, Salim. Qui voudrait une table dégoûtante? Personne. Je vais te poser une autre question. Qui voudrait boire de l'eau dégoûtante? Personne. Chaque fois que tu laisses une éponge sous l'eau, elle l'avale. C'est son métier. Ensuite, tu mets l'éponge dans ta main et la main lave. Il faut passer la main sur les paquets de riz, sur les paquets de sucre et même sur les légumes, sur les branches des choux, sur les tomates. Quand le sucre est sale, il devient dégoûtant. Est-ce que quelqu'un veut du sucre dégoûtant sur terre? Non. Personne, Salim. Personne n'en veut. The father kneeled against the wall and scrubbed the wall with the wall sponge. He scrubbed the baseboards with the baseboard sponge. The father had many, many sponges in cupboards, in basins, in the sink, on the edge of the bathtub and in his pockets. Of every color and every material, he always had a sponge in his hand, a table sponge to make the table shine, a dust sponge to chase away the dust, a sponge for hard things, a sponge for soft things, an old sponge for broken objects, a new sponge for precious objects, and for cleaning sponges, he had several sponges for sponges. A long sponge for long sponges, a short sponge for short sponges, sponges in pieces for pieces of sponge. The father would pick up his sponges. He would hold them. Sometimes the father imagined sponges inside of people.
What if you could wipe down people's insides with a sponge? If you could wipe down lungs with a sponge? A lung sponge for people with sick lungs. If you could wipe down the stomach with a sponge? A brain sponge for people with sick brains. A sponge on a heart, gliding down a heart into the arteries and behind the eyes. Wiping the slate clean with a sponge. Cleaning old days, old scenes. A sponge for cleaning looks. One for the kitchen, for the knives, for fights. A sponge for everything. If sponges moved by themselves, they would slide over passers-by, over their faces and the streets, over luggage. They would slide over their mouths, which would be smooth forever. The father scrubbed. He scrubbed. He said, I scrub the doors so they close. Think about it, Salim. If you don't scrub a door, it squeaks, and one day it doesn't close anymore. Who wants a door like that? A door that doesn't close. And the light switches. You can't forget the light switches, Salim. If you forget the light switches, they get rusty. They fall off. One day, you're in the dark. And we'd be worse off in the dark. Now, Salim, think. If we don't wash the walls, guess what happens? It's bad. You have to take care of things. Otherwise, they collapse. The father got up on his stepladder to clean the ceiling with the ceiling sponge. He whistled and whistled. Then he polished the corner of the wall. He leaned over and over. Then he cleaned the floor with the floor sponge. He scrubbed Salim's chair with the chair sponge. He went up, and he wiped the sweater sponge over Salim's sweater and the ear sponge over the edge of his son's ears. He went down, and he wiped the sponge over his shoes, his pants. He went back up, and he wiped the sponge over his eyebrows and his cheeks. He said, I'm washing you, my son. He wiped the neck sponge over his son's neck and the ankle sponge over his lower legs. This was his son, his grown-up son, and his affairs were his own. One day, children choose their affairs, and these affairs belong to them. Salim didn't move. He was used to it. He touched his screen. Le père s'agenouilla contre le mur et il frotta le mur avec l'éponge à mur. Il frotta les plaintes avec l'éponge à plaintes. Le père avait tant d'éponges dans les placards, dans les bassines, dans son évier, sur les rebords de la baignoire et dans ses poches, de toutes les couleurs, de toutes les matières. Il avait toujours une éponge à la main, une éponge de table pour que la table brille, une éponge à poussière pour chasser la poussière, une éponge pour les choses dures, une autre pour les choses molles, une éponge vieille pour les objets cassés, une éponge nouvelle pour les objets précieux. Et pour nettoyer les éponges, plusieurs éponges à éponges, une éponge longue pour les éponges longues, une éponge courte pour les éponges courtes, des éponges en miettes pour les miettes d'éponges. Le père prenait les éponges, il les tenait. Parfois, le père imaginait les éponges dans les personnes. Si on pouvait se passer l'éponge à l'intérieur, si on pouvait se passer l'éponge dans les poumons, une éponge à poumons pour les malades des poumons, si on pouvait se passer l'éponge dans le ventre, une éponge à cerveau pour les malades du cerveau, une éponge sur le cœur, le long du cœur, dans les artères et derrière leurs yeux, passer l'éponge dans le passé, nettoyer d'anciennes journées, de vieilles scènes, une éponge pour laver les regards, une pour la cuisine, pour les couteaux, pour les disputes, une éponge pour tout. Si les éponges avançaient seules, elles glisseraient sur les passants, sur leurs figures et dans les rues, sur les bagages, elles glisseraient sur leur bouche qui serait lisse pour toujours. Le père frottait, il dit « Je frotte les portes pour qu'elles se ferment. Réfléchis bien, Salim, si tu ne frottes pas la porte, elle grince et un jour, elle ne ferme plus. Qui voudrait de cette porte, la porte qui ne ferme plus? Et les interrupteurs, il ne faut pas oublier les interrupteurs, Salim. Si on oublie les interrupteurs, ils rouillent, ils tombent. Un jour, on se retrouve dans le noir. Et dans le noir, on serait pire. Maintenant, Salim réfléchit. Si on ne lave pas les murs, devine ce qui se passe. C'est grave.
Il faut s'occuper des choses, autrement elles s'écroulent. Le père monta sur son escabeau pour nettoyer le plafond avec l'éponge à plafond. Il sifflotait, ensuite il astiqua l'angle du mur, il s'inclinait, puis il nettoya le sol avec l'éponge à sol. Il frottait la chaise de Salim avec l'éponge à chaise, il remontait, et il passa l'éponge à pull sur le pull de Salim et l'éponge à oreille sur le bord des oreilles de son fils. Il descendait, et il passait l'éponge sur ses chaussures, sur son pantalon. Il remontait, et il passait l'éponge sur ses sourcils et sur ses joues. Il dit « Je te lave, mon fils ». Il passait l'éponge à cou sur le cou de son fils et l'éponge à cheville sur le bas de ses jambes. C'était son fils, son grand-fils, et ses affaires étaient à lui. Un jour, les enfants choisissent leurs affaires et ces affaires leur appartiennent. Salim ne bougeait pas, il avait l'habitude, il touchait son écran. He zoomed in on the face of a man who just won 75 million in the lotto. This man didn't have any eyebrows. His cheeks sagged. In the article he said, "The day I won, I felt afraid. I was afraid of losing the ticket. It was a formless fear. At home, I hid the ticket in a package of Melba toasts. Who would steal Melba toasts? Since then, I've slept poorly. In my dreams, every night, I lose the ticket. I lose it, and I never stop losing it." Il zooma sur le visage d'un homme qui venait de gagner 75 millions au loto. Cet homme n'avait pas de sourcils, ses joues pendaient. Dans l'article, il disait « Le jour où j'ai gagné, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur de perdre le ticket. C'était une peur sans forme. Chez moi, j'ai caché le ticket dans un paquet de biscottes. Qui volerait les biscottes? Depuis, je dors mal. Dans mes rêves, toutes les nuits, je perds le ticket. Je le perds, je n'arrête pas de le perdre. » Merci. Une question pour commencer, comment s'est faite ta rencontre avec l'œuvre de Laura Vasquez et avec ce roman en particulier? Oui. En 2019, j'étais en résidence en Belgique et la responsable de la résidence, Annelise Remacle, a décidé de m'interviewer pour une sorte de revue. Et après la publication de cette interview, beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes m'ont ajouté sur Facebook, y compris Laura Vasquez. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le travail de Laura Vasquez. Et puis après la publication de La Semaine perpétuelle, elle a mis une sorte de photo de la couverture sur Facebook et j'ai lu le titre et j'ai beaucoup aimé le titre. En fait, parfois je lis des choses sur un coup de tête. Et pour ça, j'ai beaucoup aimé le fait que la sonorité du titre souligne un peu le sens du titre. Parce que la semaine perpétuelle, c'est un mouvement presque infini avec des voyelles assez longues comme ça. Et oui, donc j'ai décidé, je vais lire ce livre. En plus, j'adore des romans écrits par des poètes. Donc c'est comme ça que j'ai découvert son travail. Et tu as tout de suite eu le désir de la traduire? Est-ce que oui, ce désir est arrivé? Tout de suite. Oui, j'avais jamais lu un livre pareil, vraiment. Le style, les personnages, la voix, sa façon de parler de l'Internet et d'écrire l'Internet et cet espace bizarre qu'on occupe, ces deux réalités numériques et physiques. J'ai adoré tout de suite. Et c'est très difficile de publier des traductions et des livres expérimentaux aux États-Unis, mais je savais que je voulais trouver un éditeur pour ce livre tout de suite. J'étais intransigeante. Et comment s'est passée justement la discussion avec les éditeurs? Est-ce qu'il a fallu les convaincre parce que c'est une écriture qui est assez inouïe, Oui, je cherchais pendant 3 ans
Et finalement, j'ai trouvé un éditeur qui a vraiment compris le style. Et il a dit, mais c'est qui? C'est vraiment magnifique. Et il avait la même réaction que moi. Donc c'était vraiment l'éditeur que je cherchais. C'était quelqu'un qui comprenait le style et qui était aussi enthousiaste que moi. Ouais. Et là, parce que tu dis que ça a été une évidence dès la première lecture. Est-ce que ça a été similaire pour toi, pour les autres autrices, auteurs que tu as traduits précédemment? Enfin, est-ce que tu as besoin d'avoir cette rencontre physique pour qu'un projet de traduction se fasse? Ou voilà, comment se passent tes rencontres avec les textes? Oui, souvent, je trouve qu'il y a une certaine texture du langage qui m'attire vraiment dans un texte. Et oui, c'est juste que j'ai besoin ou j'ai envie de vivre l'expérience de traduire ce texte. Je veux apprendre tous les stratagèmes de ce texte. Je veux apprendre les possibilités de l'écriture dans ce texte. Et oui, c'est souvent comme ça que je trouve un texte. Oui. Et plus généralement, en fait, comment es-tu devenue traductrice littéraire? Comment es-tu venue à la traduction? C'était un peu par hasard. Dans le dernier semestre de mes études de licence, j'ai décidé de suivre un cours de traduction littéraire parce que j'adorais des langues et la littérature et j'ai pensé pourquoi pas. Et c'était vraiment... j'étais juste tellement frappée. J'ai adoré le processus, j'ai adoré tous les textes qu'on a lus. Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire avec ma vie. Et heureusement, j'avais de la chance, la professeure m'a beaucoup encouragée. Et elle a dit, mais tu sais Alex, il y a une maîtrise de traduction littéraire. Tu peux étudier la traduction littéraire pendant 2 ans et ça serait peut-être une bonne chose pour toi. Donc c'était grâce à elle que je savais que je pouvais en fait devenir traductrice littéraire. Je savais pas vraiment, je savais que ce métier existait, mais oui, c'était vraiment ma première rencontre avec la traduction littéraire en général. Et que tu traduis donc aussi du russe. Quelle est l'histoire de ces langues en toi? Quelle est l'histoire de ta relation au russe, de ta relation au français? Est-ce que ça... Oui, en fait, j'ai commencé à étudier le français au collège. Au début parce que j'étais obligée, mais j'ai continué de ma propre volonté. Et puis j'ai commencé l'espagnol au lycée et le russe. Je connaissais toujours des Russes. Ma meilleure amie au collège était russe. Ma professeure de piano était russe. Et je voulais vraiment apprendre cette langue. Et quand j'étais à l'université, j'ai fait des études de langue et littérature romaine, mais j'ai étudié le russe à côté aussi, en parallèle. Oui. Et tu as fait des séjours en Russie? Oui, j'ai vécu à Vladimir, en Russie. J'ai enseigné anglais. Et c'est là-bas que ou c'est lors de ce séjour que tu as redécouvert Anna Glazova? Oui, c'était lors de ce séjour que j'ai découvert Anna Glazova. Qui est poétesse russe vivant à Hambourg aujourd'hui. Oui. Elle est vraiment super. J'ai découvert son travail quand j'étais à Saint-Pétersbourg. Il y a une librairie qui est très très connue en Russie parmi des écrivains et des poètes qui s'appelle Porядок слов. Et j'ai eu de la chance, j'ai acheté beaucoup de livres, recueils de poésie là-bas. Et puis j'ai tout lu dans le train à Moscou. Et c'est comme ça que j'ai découvert le travail d'Anna Glazova. Et donc tu disais que c'est la langue, dans un cas comme dans un autre, chez Anna Glazova comme chez Laura Vasquez. Oui, j'étais vraiment frappée par la langue. Et oui, elle a un style qui est très dense et ses poèmes sont très petits souvent, comme tu le sais.
Et oui, je voulais vraiment décortiquer ces petits poèmes et comprendre comment ça fonctionne. Oui, donc, et j'ai eu de la chance parce que je pouvais travailler et collaborer avec elle. Elle parle anglais couramment, elle a fait son doctorat aux États-Unis. Donc on pouvait vraiment discuter les choix très subtils, ce qui est très rare. On n'a pas toujours l'opportunité d'avoir des discussions comme ça avec nos auteurs. Donc c'était vraiment une chance de travailler avec elle aussi pour ça. Et avec Laura Vasquez, donc, je sais que vous échangez depuis longtemps. Oui, je pose moins de questions à Laura Vasquez, mais elle me répond toujours très vite et elle m'aide toujours si j'ai besoin d'aide. Surtout, il y avait une petite partie où, dans le roman, il y a une femme qui délire. Et elle délire à partir d'une chanson pour les enfants, Toulou Tutu, chapeau pointu. Et cette petite chanson n'existe pas en anglais, donc il fallait trouver un équivalent. Et en fait, j'avais fait une sorte de version à partir de Hickory Dickory Dock, mais Laura n'a pas vraiment aimé la sonorité de ça, donc je lui ai envoyé une liste de chansons pour les enfants en anglais, et j'ai dit tu préfères laquelle? Et puis elle a choisi une chanson, et après ça, j'ai terminé cette partie. Vous pourrez peut-être le lire, ce passage? Oui, on peut le lire. Je vais lire le français. Oui. Les arbres sont des crimes, turlututu, chapeau de vent. Je vous vois sombre, exactement. Turlututu, exactement. Je croise ma langue dans le palais, turlututu, chapeau des ânes. Trees are crimes. Life is but a windy dream. I see you in a dimly dream. I see you dimly clear. Row, row, dimly clear. I cross my tongue in the dark of my mouth. Row, row, boat of deer. Et donc c'est après row, row, row. Row, row, row your boat. C'est comment? Oui, c'est une petite chanson que tout le monde connaît en anglais. Ok. Ouais. Et parce que, bon, de façon générale, enfin, je pense que quand on entend l'écriture de Laura Vasquez, elle est extrêmement rythmée. Enfin, il y a un rythme qui est quasiment hypnotique en fait, quand on l'écoute. Et il y a quelque chose qui repose aussi souvent sur la répétition, la reprise, la variation, comme principe d'écriture et de musicalité. Souvent, une chose est dite, va revenir, s'alterner, enfin, va être reprise un peu différemment plus loin. Comment ça se passe lorsque tu traduis? Est-ce que tu vas reprendre l'ordre des mots, le même nombre voilà, parce que j'imagine que ça dépend des syllabes, que le rythme change. Donc, est-ce que tu arriverais à parler de cette expérience de traduction du rythme? Oui, j'essaie de trouver un équivalent. Je ne fais pas exactement la même chose. J'essaie de trouver quelque chose qui marche dans le cadre de l'anglais. Et puis, je lis à haute voix quand je traduis. J'essaie de recréer la même atmosphère, en fait. Mais c'est vrai que chez Laura, il y a une sorte, c'est presque une suspense sonore dans son travail, comme si vous écoutiez un morceau de musique et vous ne savez pas pourquoi exactement, mais vous avez envie d'entendre le point culminant, le dénouement, la résolution. Et je trouve qu'elle crée une sorte de suspense comme ça dans son travail et j'essaie de recréer cet effet quand je traduis. Super intéressant. Et tu sais, est-ce que tu as en mémoire, là je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choix que tu as dû faire, des choix marquants, des choses un peu systématiques voilà. Pas exactement, c'était plutôt, j'essaie de trouver le rythme d'une manière assez naturelle. Oui, j'ai pas d'exemple concret. Oui. Et est-ce que c'est aussi une écriture qui est vraiment très, très matérielle. On sent les textures, la dureté, la mollesse, dans le passage qu'on a entendu notamment, où on a aussi vraiment l'impression de s'enfoncer dans les choses.
le corps devient une chose. Et est-ce que toi, la traduction te demande de passer par tes propres sensations? C'est une bonne question. Le processus de traduction pour ce texte était très exigeant pour moi. Je travaillais d'une manière presque obsessionnelle. Je travaillais 5-6 heures chaque jour parce que je ne pouvais pas vraiment m'arrêter, parce qu'il y a une sorte de vitesse dans ce texte. Et oui, je voulais juste suivre cette vitesse. Et c'est la seule fois dans ma vie où, en même temps, je ne pouvais pas vraiment écrire mes propres textes. Normalement, je peux traduire et je peux écrire en même temps, et ça va. Mais avec ce texte, quand j'essayais d'écrire mes propres poèmes, tous mes poèmes étaient juste des imitations de Laura Vasquez. C'est un style qui est tellement puissant, je ne pouvais pas vraiment sortir en fait. Donc c'était vraiment une expérience assez intense. Et c'est justement une question que je voulais aussi te poser. Comment s'articulent les deux chez toi? Enfin, voilà. Comment les choses coexistent? Est-ce que justement, donc habituellement, tu peux écrire et traduire pendant une même période? Est-ce que tu découpes tes journées? Oui. Ouais. Oui. Et ça va, tu arrives à... Oui, normalement, je traduis le matin et puis j'écris peut-être le soir ou pendant l'après-midi ou quelque chose comme ça. Pour moi, je trouve que je dois écrire mes propres textes parce que comme ça, je comprends mes tendances, parce que je veux éviter mes propres tendances quand je traduis. Je veux vraiment écrire comme une autre personne quand je traduis. Et donc pour moi, c'est vraiment important de faire les deux choses en parallèle, parce que je veux comprendre mon propre style afin de l'éviter en fait. Donc pour moi, c'est important. C'est intéressant. Et est-ce que tu as des rituels lorsque tu traduis, lorsque tu écris? Est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Je bois beaucoup de café et, et j'écoute Brian Eno. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une musique ambiante un peu. Et oui, donc j'écoute ce genre de musique sans parole, toujours sans parole. Et oui, ce sont mes rituels. Je comprends. Et dans la semaine perpétuelle, donc on a entendu un petit peu Selim, le personnage principal, qui écrit lui aussi des poèmes qu'il publie sur Internet. Et tu as, il me semble, parfois réécrit des poèmes lorsque tu as traduit vers l'anglais. Juste une fois. Parfois plus légèrement. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on les écoute, pour qu'on les regarde? Oui, bien sûr. Peut-être en commençant par celui autour du mot sang. Oui. Ouais. Animal à sang blanc, avoir du sang de navet, caillot de sang, calmer le sang, ronger les sangs. Blue-blooded animal, runs cold, having bad blood, clot of blood from a stone in cold blood. Donc celui-là, il repose complètement sur des expressions existantes. Donc animal à sang qui devient animal à sang blanc qui devient blue-blooded animal. Ensuite, having bad blood pour avoir du sang de navet. Oui, ça ne veut pas dire la même chose, mais il fallait juste trouver des expressions en anglais avec le mot sang. Et puis réécrire le poème à partir de ces mots et ces expressions. Oui. Il marche très bien. Et le rap? Mais Selim n'a pas écrit le rap dans le livre. C'est vrai. C'est vrai. Mais on peut le lire. Ou l'autre, si tu préfères. Ou on peut peut-être l'autre, parce que... Ok. Oui.
Donc, dans le livre, Salim écrit des poèmes qu'il met. Il a comme une sorte de. Il met tous ses poèmes sur Internet. Et voilà, c'est un poème qu'il a écrit. Et si tu veux lire le français. Je commence, d'accord. Oui, et tu commences. Un zéro entre les yeux, des chevaux maigres, une nuit près d'une rivière. Tu peux toucher le plafond avec tes mains si tu montes sur une chaise, mais tu ne peux pas soigner les morts. Moi, j'ai poussé comme un ail. Chaque fois que je trouve un moucheron, je crois qu'il me pose des questions. Qui a inventé la vérité ? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu préfère une langue dans le monde ? Je ne sais pas. Comme si j'avais toujours un zéro entre les yeux. Je ne sais pas. Mais si la pluie casse les vitres de la maison, je ne sais pas où je vais. Mes reins, mes membres vieillissent, deviennent une cendre. Seul, ouvre mes yeux. On peut passer un corps de l'eau bouillante à l'eau glacée, jusqu'à ce que la peau se détache. On peut passer un corps de l'eau glacée à l'eau bouillante. La peau ne se recollera plus. Moi, je voulais être un liquide. Je tenais mes yeux dans l'air pour qu'on découvre que je vis, mais le sol a pleuré quand je marchais. 37 milliards de cellules sont heureuses, 37 000 milliards de cellules sont heureuses dans mon corps. Mais Dieu offre des cercueils à ses enfants. A zero between the eyes. Thin horses one night near a river. You can touch the ceiling with your hands if you get on a chair, but you can't take care of the dead. As for me, I grew like garlic. Every time I find a gnat, I think it's asking me questions. Who invented truth? I don't know. Does God have a favorite language in the world? I don't know. As though I've always had a zero between my eyes. I don't know. But if the rain breaks the windows of my house, I don't know where I'm going. My limbs, my back age. They become a single piece of ash. Open my eyes. You can move a body from boiling water to ice water and wait for the skin to come off. You can move a body from ice water to boiling water, but the skin won't reattach. As for me, I wanted to be a liquid. I kept my eyes in the air so people could see I was alive. But the ground cried when I walked. The 37,000 billion cells in my body are happy, but God gives coffins to his children. Une question qui m'est venue en t'écoutant juste avant, parce que c'est vrai qu'il y a, chez Laura Vasquez, il y a souvent justement cette idée de sortir de soi par l'écriture et de ne plus être une personne et de pas se dissoudre dans l'écriture. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et est-ce que, toi, dans ce que tu disais, il y a aussi, j'ai l'impression, l'idée d'être une autre personne, de ne plus être cette personne qui écrit. Oui. Est-ce que c'est... Oui. Pour moi, l'auteur est presque comme un autre personnage, comme un personnage supplémentaire dans le texte. Et j'essaie de comprendre leur espace mental en tant qu'écrivain. Et j'essaie d'écrire comme cette personne. Et pour moi, je trouve que quand je sais ce que je vais faire, la traduction devient une sorte de méditation. Et j'ai souvent l'impression que je suis en train de disparaître un peu, moi aussi. Mais c'est vrai, j'essaie vraiment d'écrire comme cette autre personne. Et c'est intéressant, voilà, comment on s'efface et comment on se retrouve quand même, comment réussir à quand même écrire lorsqu'on est aussi possédé par l'écriture de l'autre. Oui. Et enfin, cette coexistence oui. est assez fascinante. Est-ce que c'est la même pour toi quand tu traduis ?
Moi, j'ai plus de difficultés à continuer à écrire lorsque je traduis. Je travaille plutôt par période. Je vais plutôt avoir 2-3 mois où je suis complètement dans mon texte, puis 2-3 mois où je suis complètement dans une traduction. Et j'essaye de partager mes journées, j'essaye de continuer à écrire le matin, mais je sais qu'il y a un moment où le texte que je traduis va me prendre entièrement. Et ça me semble nécessaire aussi, enfin j'ai aussi l'impression de devoir cette absorption à ce texte. Mais il m'est arrivé justement les traductions qui m'ont énormément habitée, passionnée. Enfin, moi, ça a été mon cas en traduisant Galina Rimbo, qui est également une poétesse russe proche d'Anna Glazova. D'avoir mis plusieurs mois à m'en remettre, tellement cette écriture était puissante. Et oui, parce que l'autre entre dans ton corps, entre dans des endroits très intimes de ta langue, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui renforce et qui muscle l'écriture, mais dont c'est aussi une forme d'emprise dont je n'arrive pas à m'extraire aussi vite. En fait. Donc c'est intéressant. Et une dernière question, est-ce qu'il y a des difficultés particulières dans la traduction de la semaine perpétuelle sur lesquelles tu auras envie de revenir? Le livre entier. Oui, juste recréer le style était très difficile pour moi au début. Quand je cherche un éditeur, je fais un petit échantillon et j'ai refait cet échantillon, mais je refaisais, je retraduisais cet échantillon plusieurs fois. Et c'était très difficile au début de trouver la voix. C'est toujours très difficile de trouver cet équivalent. Et après, il y avait des difficultés, mais c'était plutôt, voilà, il y a un jeu de mots et je dois recréer ce jeu de mots en anglais. Et des choses comme ça qui sont assez communs. Oui. Et au début, dans cette phase de tâtonnement, de recherche, est-ce que tu te souviens de par quoi tu es passé, qu'est-ce qui t'a aidé Oui, non, il faut juste refaire, puis attendre un peu. Pour moi, c'est très important d'attendre entre versions. Donc, je fais un premier jet, puis j'attends quelques semaines au moins. Et puis, je relis ce que j'ai fait, et puis j'attends. C'est très long au début, mais puis quand je fais le premier jet du roman, je sais ce que je vais faire. Et quand j'ai fait le premier jet du roman entier, c'était très vite. Comme je disais, je travaillais juste d'une manière obsessionnelle. Et donc, mais ce début est toujours très long pour moi. Mais c'est aussi intéressant ce que tu dis sur cette façon obsessionnelle de traduire, parce que ça me semble assez proche de la façon dont ce roman a été écrit. Parce qu'il me semble que Laura a aussi travaillé de façon très concentrée, très intense, oui. Très... Ouais. Et j'ai écouté les interviews avec Laura Vasquez pour comprendre, parce qu'elle explique d'une manière assez claire et pratique sa manière d'écrire. Donc c'est une chance pour moi, je pouvais vraiment comprendre au moins un peu comment elle a écrit le roman. Donc ça m'a beaucoup aidée. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Moi, je vous remercie d'abord pour ce que vous nous avez dit, mais ce qui m'a frappée, je ne connais pas cette autrice, je ne connais pas la traduction, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, mais c'était impressionnant de vous entendre parler en français et parler en anglais. Je maîtrise très très mal l'anglais, mais dans votre manière d'interpréter le texte, c'était déjà pas la même chose. Et je trouve que c'était très très intéressant d'avoir ces deux approches. Merci. Merci. Merci à vous. Je pense que c'est toujours ce qui est beau aussi lorsqu'on entend une traduction, d'entendre cette altérité, cette autre manière d'interpréter un texte. Et voilà.
Il y a un écart, et c'est l'écart qui permet que les choses se répondent et se rejoignent. Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie déjà pour votre intervention. Puis je me posais la question si votre travail personnel a été aussi traduit par d'autres personnes. Non, pas en ce moment. Non. Et puis, vous aimeriez qu'il soit traduit ou vous aimeriez le traduire vous-même? Si quelqu'un a envie, peut-être, oui. Oui, ça serait magnifique un jour. Oui. Ça serait intéressant pour moi d'être traduite. Parce que, oui, je suis toujours la traductrice, donc oui, ça serait intéressant pour moi, je crois. Oui. Mais je vais pas traduire mes propres poèmes en français ou quelque chose comme ça. Je crois que ça serait assez difficile. Oui. Passez le micro. Hi, I'm going to ask my question in English because my French is abysmal. But I don't know if you, Alex, know the writer David Diop. He's Senegalese, French. But in his most recent novella, At Night All Blood is Black, there was a really lovely passage about translation. And it's probably one of my favorite extracts from the novella. And I think about it all the time when I'm thinking about what translation is, what it entails. And I just want to read a bit of it to you because I'm curious as to whether this feels like something familiar to your process. So he says, to translate is one of the only human activities in which one is required to lie about the details to convey the truth at large. To translate is to risk understanding better than others that the truth about a word is not single, but double, even triple, quadruple, or quintuple. To translate is to distance oneself from God's truth, which, as everyone knows or believes, is single. So, yeah, that's a question I've posed to a couple of other translators, and they've had different responses. So I'm just interested in knowing if that at all hews to your own experience. The idea that you have to sort of abandon details to get to the truth, that does speak to me. I do often feel like I'm recreating something to create an essential essence that I felt in the original text and that I am trying to find again in English. And because even though English and French are very close languages, their soundscapes are completely different. And so I think you often have to create new details to get at the essence of the text. I do agree with that part. Yeah, that does speak to me. Thank you for sharing. Thank you. Merci pour cette très belle citation aussi. Et je vous propose de poursuivre la conversation autour d'un apéro, juste en haut. À l'accueil. À l'accueil, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.